de l'Est, dans le Caucase du Sud, en Asie centrale, et tout cela illustre la nature et l'orientation de ces changements. Le soupçon selon lequel Moscou serait en train de restaurer l'Union soviétique sous un autre nom n'est pas sans fondement, et en fait, la Russie est en train de s'imposer comme la principale puissance au long de ces nouvelles frontières. Les jours de l'Empire russe ne reviendront pas, mais la Russie travaille dur pour promouvoir et protéger ses intérêts. Et sur la voie de ces nouvelles dispositions, la politique russe contient certains éléments à l'égard des anciennes républiques soviétiques. Dans ce contexte, nous devons distinguer les intérêts nationaux de la Russie qui supposent les activités suivantes. Premièrement, c'est le renforcement de sa position géopolitique afin de rétablir son influence de l'époque soviétique. C'est le recours à la force militaire pour dissuader l'OTAN en Europe de l'Est. Un soutien économique, financier, politique pour promouvoir l'intégration de la Biélorussie en ayant une grande influence sur le président Loukachenko. L'émission du maintien de la paix en gérant un contrôle sur les conflits dans le Caucase du Sud et la prise des mesures pour activer l'OTSC, c'est-à-dire l'Organisation tacticale de sécurité collective, en tant qu'organisation défensive et politique pour l'impliquer dans ce que l'on appelle une opération militaire spéciale. La politique réelle de la Russie est fortement influencée par les notions traditionnelles de géopolitique, de sphère d'influence et d'équilibre des pouvoirs. Et du point de vue du Kremlin, la Russie n'est une grande puissance que si elle maintient son hégémonie dans l'espace post-soviétique. Les affirmations du président russe selon lesquelles l'Ukraine n'a pas le droit d'être un État indépendant et que les Russes et les Ukrainiens sont le même peuple fait partie d'une tradition impérialiste russe. Cette vision et cette conception sont supportées par une grande partie de la société russe. Et si nous combinons ces activités, nous pouvons supposer que la Russie défie l'ordre mondial, le droit international en menaçant les républiques souveraines post-soviétiques et les valeurs démocratiques en utilisant différents outils de pression tels que l'armée, la politique, l'économie, les ressources énergétiques, etc. Maintenant, quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Europe de l'Est? Par exemple, on voit que la Moldavie et la Biélorussie, qui sont situées dans la zone de rivalité ouverte entre la Russie et l'Europe, ont longtemps été sous la contrainte. Mais la guerre en Ukraine, tout a éclipsé. Notamment dans les trois pays, Ukraine, Moldavie, Biélorussie, les tensions politiques intérieures, les luttes se résument toujours à une compétition entre la Russie et l'Occident. Et dans le cas de l'Ukraine, on peut affirmer que son futur dépendra du résultat dont la guerre se terminera, ainsi que de la manière dont l'Ukraine se rétablira et de la configuration géopolitique qui en résultera. En revanche, la Biélorussie a déjà rejoint toutes les unions et alliances possibles avec la Russie. Les élections de 2020 et leurs conséquences, notamment la répression du peuple, l'exil forcé de l'opposition, des représentants de l'opposition, la non-reconnaissance des résultats des élections par l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis. L'Ukraine n'ont laissé à la Biélorussie d'autre choix que de soutenir le Kremlin. Et jusqu'à présent, le président biélorusse a pu s'abstenir d'envoyer directement des troupes en Ukraine, mais dans tous les autres cas, la Biélorussie a apporté son plein soutien à la Russie. C'est une ironie historique que même si Loukachenko se trouvait dans une situation extrêmement mauvaise avec Poutine depuis longtemps, Moscou l'a aidé à rester au pouvoir, car une volte-face à Minsk serait cruciale pour les intérêts de la Russie. Et aujourd'hui, Loukachenko n'a pas de choix, alors que notre dirigeant de la Biélorussie, théoriquement, le pouvait avoir. La Biélorussie et la Russie sont donc condamnés à un soutien mutuel, au moins jusqu'à ce qu'un changement de régime politique se produise dans l'un ou l'autre pays.
Et avec le régime actuel de Moscou, il n'y aura pas de réinitialisation des relations entre l'Union européenne et la Russie selon un changement profond du régime en Russie. C'est-à-dire, seul ce changement peut créer l'opportunité d'une politique européenne fondamentalement différente à l'égard de ce pays. Depuis le début de la guerre, la Russie elle-même a rapidement changé. Elle devient de plus en plus fermée, répressive à l'égard de la société civile et toutes sortes d'oppositions. Il n'y a pas de garantie, mais une condition préalable essentielle pour le changement politique à Moscou sera plutôt sa défaite en Ukraine, c'est-à-dire l'expulsion des forces russes du territoire ukrainien. Il est important de souligner aussi qu'à mesure que l'Ukraine restait un élément indispensable de la communauté des États indépendants, la question de son intégrité territoriale n'a pas été contestée. La population russe de l'Est du pays n'a même pas pensé à la Novorossia, la Nouvelle-Russie ou à la sécession. Et pour près d'un quart de siècle, la Crimée était considérée même par la Russie, était reconnue comme faisant partie du territoire ukrainien. De ce point de vue, on peut supposer que l'intention renforcée, explicite, pro-européenne de Kiev est plutôt devenue le catalyseur principal géopolitique du cours tragique qui a suivi. Cependant, la rhétorique de Moscou sur l'Ukraine et sa tentative d'auto-justification quant à l'annexion de la Crimée ont eu un impact négatif sur l'Ukraine. Cela a été interprété par la Russie comme une menace de l'OTAN d'y entrer, d'élargir ses frontières, de cibler Sébastopol, etc. Et un tel mélange de choses délicates ne peuvent que montrer le degré de confusion à laquelle les leaders de la Russie d'aujourd'hui sont enclins. Il est important aussi de noter que la Russie n'a pas réussi à obtenir un soutien définitif et résolu pour ses actions en Ukraine auprès des États de CEI, sauf la Biélorussie, comme j'ai déjà noté. Et cette situation est plutôt conditionnée au moins par trois raisons. Premièrement, Moscou n'a pas pu justifier correctement l'annexion de la Crimée et présenter des preuves convaincantes sur la base du droit international. Quant à sa politique vers son étranger proche, la Russie a préféré plutôt recourir à la force dure, c'est-à-dire hard power, pour faire face aux défis ukrainiens au lieu de la force douce, soft power, largement popularisée par elle-même. La Russie a même prouvé son comportement anti-occidental de guerre froide et ainsi a accru la pression implicite sur d'autres ex-républiques soviétiques qui coopèrent avec l'Occident. Et ces processus politiques, les processus de l'époque post-soviétique, ont montré plusieurs fois que lorsque les pays voisins de la Russie étaient engagés dans un changement géopolitique afin de contourner la Russie, cette dernière a été traditionnellement engagée dans ce qu'on appelle assemblement des terres, comme élément de la doctrine du monde russe. Mais à mesure que la guerre en Ukraine se poursuit et que la résistance ukrainienne perdure, le mythe de la puissance militaire russe considérablement décline. Pourtant, les pays de la région seront soumis à une pression croissante pour choisir leur vecteur de politique extérieure. Et dans ce cas-là, l'Union européenne, je pense que l'Union européenne devra tenter d'atténuer l'impact du conflit sur ces pays. En particulier, il s'agit de son effet économique. Si l'Union européenne a l'intention de jouer un rôle principal dans la région, elle devra maintenir un dialogue de coopération avec les États post-soviétiques. Sinon, ils seront contraints de s'aligner sur la Russie, faute de véritables alternatives. Et si l'on accepte l'idée selon laquelle l'Ukraine ne peut rien faire vis-à-vis de la Russie, alors la même idée doit être circulée pour les autres républiques post-soviétiques qui sont encore plus vulnérables aux pressions russes que l'Ukraine. Par ailleurs, il conviendrait de mettre une différence entre l'idée de sortir de la sphère d'influence russe et celle de se rapprocher de l'Europe. Ce n'était pas l'Occident qui voulait éloigner l'Ukraine de la Russie, mais c'était plutôt l'Ukraine elle-même qui voulait se rapprocher de l'Europe. Et cela a été et reste son objectif permanent depuis l'indépendance.
Il est à noter que dans une certaine période, la Russie elle-même se dirigeait, bien qu'avec quelques revers, vers l'Europe. Un autre problème qui menace la sécurité en Europe en général, c'est peut-être le risque d'une guerre nucléaire. Il est évident que l'ordre stratégique établi en Europe après la guerre froide a cessé d'exister. La plupart des pays européens membres de l'OTAN considèrent désormais la Russie comme une menace fondamentale pour leur sécurité et une période d'hostilité prolongée avec la Russie est donc très probable. Il existe aussi un risque réel de l'invasion russe en Ukraine, que l'invasion russe en Ukraine nous dégénère en une guerre plus large en Europe et peut-être avec l'utilisation des armes nucléaires tactiques. Le défi de répondre à la politique agressive russe devient inévitable. Et voilà, en tant que puissance en déclin qui possède des armes nucléaires, la Russie doit être considérée comme un risque majeur pour la sécurité mondiale. Il est à noter qu'après le début de l'agression en Ukraine, les hauts responsables russes ont déclaré plusieurs fois la probabilité d'utiliser une arme nucléaire tactique en cas de menace aux intérêts nationaux de la Russie. Ce discours destructif crée un risque réel de guerre nucléaire en Europe. En même temps, tous les acteurs, y compris la Russie, comprennent les conséquences d'une telle action pour eux-mêmes et l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie mettra en danger non seulement l'Ukraine, ses alliés occidentaux, mais aussi la Biélorussie, les autres pays frontaliers de la Russie. Même si la Russie passe du chantage nucléaire à une action réelle, il ne fait aucun doute que l'Occident doit réagir de la même manière. En tout cas, les dernières observations montrent qu'aujourd'hui, le risque de l'utilisation des armes nucléaires tactiques par la Russie est moins probable. Peut-être en tenant compte les conséquences dévastatrices pour toutes les parties. Je parle maintenant de l'impact de la guerre en Ukraine sur le Caucase du Sud. On sait bien que cette région est très instable. Cela accélère aussi la désintégration de l'espace post-soviétique, particulièrement après la guerre dans le Haut-Karabakh en 2020. La Russie ne peut plus assurer une stabilité autoritaire dans cette région comme on pouvait le constater dans les années 2000. Là, l'Azerbaïdjan a utilisé sa puissance militaire, soutenue par la Turquie, dans le silence et l'inertie de la Russie, d'autres États de la région pour pousser l'Arménie à une soi-disant paix autoritaire. Un autre facteur dans ce cas-là, c'est la présence militaire russe dans le Caucase du Sud, surtout en Abkhazie, en Ossétie du Sud, en Arménie, maintenant dans le Haut-Karabakh. Cette présence sert comme un outil réel et efficace de pression politique continue dans cette région. Même après le déplacement forcé des Arméniens en tant que population autochtone du Haut-Karabakh, la mission de paix russe n'est pas encore sortie de la région. Cela démontre que les intentions expansionnistes de ce pays ne sont pas limitées seulement en Ukraine. Il est également important de prêter attention à une nouvelle plateforme, plutôt format politique 3+3, initiée et soutenue par la Russie, Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Il est déjà évident que ce nouveau format a pour objectif d'éloigner l'Occident de la région sud-caucasienne. Et dans cette perspective, en tenant compte de l'importance du maintien de sa frontière avec l'Iran, l'Arménie partiellement, mais la Géorgie entièrement s'oppose à cette plateforme et à son tour, la guerre en Ukraine dissuade temporairement les ambitions russo-turques de partager la région entre leurs zones d'influence et rendre le 3+3 vraiment productif. Afin de ne pas laisser l'entrée stratégique de l'Occident dans le Caucase du Sud, surtout les propagandistes russes disent qu'après la guerre russo-géorgienne de 2008 et la deuxième guerre du Haut-Karabakh, l'Occident n'a pas d'intérêt significatif dans cette région. Mais contrairement, pour l'instant, la situation se transforme. Bien entendu, l'Occident ne soutient pas directement l'une ou l'autre partie dans ces conflits,
Et voilà pourquoi certains experts régionaux affirment que le Caucase du Sud ne reste qu'à la merci d'acteurs régionaux tels que la Russie, la Turquie, l'Iran. Cette affirmation, à mon avis, exige plus d'arguments car après la guerre dans le Haut-Karabakh et l'agression continue de l'Azerbaïdjan sur les frontières et les territoires souverains d'Arménie, ainsi que le blocage du corridor de la Chine, ensuite le déplacement forcé des Arméniens du Haut-Karabakh, ont radicalement changé la situation sur le terrain. Le déploiement de la mission civile de l'Union européenne sur les frontières arméniennes avec Euh, l'Azerbaïdjan, plusieurs Émile, déclarations officielles Émile, des pays et organisations européens, surtout de la France, ainsi que le récent refus de ratifier les pouvoirs de la délégation de l'Azerbaïdjan à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'accord à la Géorgie du Émile, statut de vous m'entendez? candidat à l'Union Il ne européenne m'entend pas. vont changer la situation dans la région en dépit du regard méfiant de la Russie. Émile, vous m'entendez? Vous n'avez pas coupé. Vous m'entendez là? Quand je. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, j'ai Mais j'ai je vous entends décroché à mal. un moment. Mal? Vous m'entendez mal? Je vous entends mal. D'accord. Est-ce que vous pourriez reprendre votre développement il y a à peu près une minute, quand vous avez commencé à évoquer la question des déplacements forcés de population arménienne? Là, j'ai mal entendu, j'ai eu un problème. Est-ce que vous pourriez reprendre à ce moment-là? Ah oui, bon. Euh, je Voyez. répète encore une fois que l'affirmation que l'Occident n'a pas d'intérêt dans la région sud-caucasienne est fautive parce que on voit que après le blocage du corridor de la Chine, ensuite le déplacement forcé des Arméniens du Haut-Karabakh, c'est-à-dire tous ces faits ont radicalement changé la situation dans cette région et le déploiement de la mission civile de l'Union européenne sur les frontières arméniennes, plusieurs déclarations officielles des pays et organisations européens et surtout de la France, ainsi que le récent refus de ratifier les pouvoirs de la délégation de l'Azerbaïdjan à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'accord à la Géorgie du statut de candidat à l'Union européenne vont changer la situation dans cette région en dépit du regard méfiant de la Russie. L'Occident encourage activement le respect pour la protection du droit international qui est violé en permanence par l'Azerbaïdjan dans cette région. Et on sait bien que l'Azerbaïdjan est considéré comme un pays et un régime autocratique consolidé. Il ne fait aucun doute que dans certains cas, le discours et les activités agressives de l'Azerbaïdjan sont provoqués et soutenus par la Russie, la Turquie. Peut-être c'est la raison principale que l'Azerbaïdjan s'abstient de continuer les négociations visant à la paix avec l'Arménie sous le patronage de l'Occident et particulièrement sous le patronage de l'Union européenne. C'est pourquoi l'Occident est profondément préoccupé par la situation volatile dans cette région et génère une diplomatie proactive pour résister et affaiblir les menaces réelles à la consolidation de la paix, ainsi qu'au déblocage des communications régionales. L'accord énergétique de l'Union européenne signé avec l'Azerbaïdjan en 2022 ne peut pas être utilisé comme une carte blanche par l'Azerbaïdjan pour justifier son agression contre l'Arménie. Au contraire, cela peut être considéré comme un outil de dissuasion en cas de nouvelle agression. Et avec sa mission civile, l'Union européenne est désormais un acteur clé pour la stabilisation de la situation et des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le déploiement de la mission d'observation en Arménie marque le début d'une nouvelle étape de l'engagement de l'Union européenne dans le Caucase du Sud, qui continue son soutien et ses efforts vers l'objectif d'une paix durable dans cette région. Ainsi, l'Occident a ses propres intérêts dans cette région. Premièrement, c'est le maintien de la stabilité, la réouverture et le fonctionnement des communications, consolidation de la paix dans le respect de souveraineté et intégrité territoriale des États de la région,
et finalement les valeurs et les aspirations démocratiques des pays régionaux. Maintenant, quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Asie centrale? On sait bien que cette guerre exerce également ses effets sur cette région et à cet égard, les événements en Ukraine peuvent être interprétés comme un moment de vérité parce que Astana, Bishkek, Tashkent avaient officiellement déclaré en 2014 qu'ils défendaient l'intégrité territoriale, qu'il était pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Pour les pays centra-asiatiques, l'observation de la crise ukrainienne a révélé une forte divergence dans l'interprétation et l'application du droit international de la part d'une grande puissance comme la Russie envers les États plus petits à sa proximité. Et les représentants russes ont évoqué à plusieurs reprises le précédent du Kosovo pour justifier l'annexion de la Crimée. Mais dans ce contexte, l'un des effets négatifs de la crise ukrainienne est lié à la délégitimation de la CEI, cette communauté des États indépendants, si l'on considère les dernières déclarations faites par les responsables russes concernant les territoires ukrainiens annexés. Alors que la Russie s'abstient de reconnaître pleinement les accords initiant la communauté, cette organisation, la communauté des États indépendants, le 21 décembre 1991, la déclaration d'Almata, qui est le document de base pour déterminer les frontières des républiques post-soviétiques. C'est pourquoi non seulement l'Ukraine, mais aussi les autres pays post-soviétiques sont désorientés par le modus operandi séculaire et sont à la recherche d'un nouveau modus vivendi. Aujourd'hui, l'Asie centrale est confrontée à un double défi. C'est le défi de la poursuite du partenariat avec l'OTAN, dont la résistance est devenue un élément clé de la posture globale de la Russie et de ses politiques pendant la crise ukrainienne. Et deuxièmement, c'est le défi de relancer un format de coopération régionale en tenant compte de la crise fondamentale de la communauté des États indépendants. La Russie n'a pas formulé sa stratégie claire à l'égard de l'Asie centrale, des pays de l'Asie centrale, tandis que ses concurrents, tels que les États-Unis, les pays européens, le Japon, la Chine l'ont déjà fait. L'absence d'une stratégie concrète russe à l'égard de l'Asie centrale est peut-être la raison principale du désaccord visible entre ces énormes ressources énergétiques et sa projection limitée de puissance. La guerre en Ukraine sera un test décisif pour dévoiler la posture principale russe envers les pays post-soviétiques. Il est évident que la guerre en Ukraine modifie son rôle, c'est-à-dire le rôle de la Russie et la situation entière en Europe de l'Est, en Asie centrale, dans le Caucase du Sud. Mais en même temps, on ne doit pas oublier que la Russie encore maintient sa présence militaire tout de même affaiblissante, mais aussi ce levier de la pression dans ces trois régions. Un autre impact énorme qu'engendre l'invasion russe en Ukraine est lié à la négligence et la destruction des règles démocratiques, c'est-à-dire détruire les aspirations démocratiques dans son étranger proche. Et considéré comme notre objectif stratégique de la Russie, la démocratie a été toujours considérée comme une menace pour les leaders irremplaçables dans les régimes autocratiques tels que la Russie. Et la compétition pour la formation de nouvel ordre mondial a considérablement accru l'influence sur les processus sociaux, sur l'évaluation et la classification des régimes politiques formés dans les pays post-soviétiques. Le vecteur des politiques d'intégration dans les républiques post-soviétiques également influence les indicateurs de la démocratie. La démocratisation est plus transparente. On voit que dans les pays de l'intégration européenne, en ce qui concerne l'intégration eurasiatique, on peut observer plusieurs difficultés. Et sans compter sur les indicateurs démocratiques et les caractéristiques culturelles des pays post-soviétiques d'intégration eurasiatique, ces problèmes-là ne peuvent pas être résolus
efficacement. À cet égard, Moscou cherche à restreindre la prolifération de la démocratie dans l'espace post-soviétique. Et voilà pourquoi le Kremlin est très sensible à l'émergence des démocraties prospères à ses frontières, de peur qu'elles puissent peut-être servir de modèle pour la Russie, sapant ainsi l'emprise du régime du président russe, Vladimir Poutine, sur le pouvoir. Cela réfuterait l'argument des dirigeants russes selon lequel il n'y a pas d'alternative au régime autoritaire et confirmerait que la démocratisation et les réformes réussies peuvent avoir lieu dans les pays post-soviétiques et il serait également possible pour la Russie. De nombreux observateurs ont attribué l'attaque militaire russe sur l'Ukraine aux craintes de la prolifération de démocratie. Il ne peut pas y tolérer un succès, une Ukraine florissante et démocratique à ses frontières. Cela compromet la stabilité du régime russe et la justification d'un leadership d'État autocratique. Certains experts disent que dans ce contexte, le plus important pour le Kremlin, c'est d'avoir des gouvernements pro-russes dans les pays voisins, malgré leurs systèmes politiques nationaux. Mais cet argument est faible, mal fondé, car il est impossible pour les États démocratiques de protéger leur souveraineté, avoir leurs propres intérêts, définir leur propre politique lorsqu'ils sont sous la domination ou bien en relation étroite avec un leader autocratique. Dans ce cas-là, ces démocraties deviendront totalement fausses et échoueront. D'autres experts soulignent que l'objectif de la Russie, c'est d'avoir des voisins amicaux, c'est-à-dire des États dont les leaders ne sont pas hostiles à la Russie. La manière dont ces leaders accèdent au pouvoir et le fonctionnement de leurs institutions politiques, ce n'est pas important. À cet égard, il s'agit des relations asymétriques dans lesquelles seul le faible, c'est-à-dire le vassal, doit être loyal au fort, c'est-à-dire au maître. Et dans ce genre de relation, le vassal, sans avoir droit à ses propres intérêts, ne sert que le maître. Voilà pourquoi l'existence d'un régime démocratique garantissant l'égalité des droits et des intérêts au sein d'un régime autocratique est impossible. La guerre en Ukraine ébranle les fondements déjà fragiles de la CEI et la très formelle organisation du traité de sécurité collective. Après la séparation de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, de la Géorgie, la séparation de la Transnistrie, de la Moldavie, l'annexion de la Crimée par la Russie et le maintien de l'Ukraine dans une crise durable, la Russie est non seulement tombée sous le coup des sanctions économiques internationales, mais elle a également éveillé des soupçons fondés sur son syndrome néo-impérialiste parmi les pays post-soviétiques situés à sa périphérie. Ces actions agressives non provoquées sur le territoire souverain de l'Ukraine ne sont pas seulement condamnées par la communauté internationale, particulièrement par l'Occident collectif, mais ces actions ont profondément inquiété d'autres États post-soviétiques qui ont signé des traités ou sont dans les mêmes alliances économiques, politiques, défensives avec la Russie. Parmi ces pays, seules les autorités de la Biélorussie ont ouvertement soutenu la politique russe sans avoir d'autre choix. Mais tous ces faits arguments prouvent que l'autoritarisme est le plus grand problème tant pour la démocratie que pour la consolidation de la paix, la stabilité, la souveraineté dans l'espace post-soviétique. Et voilà quelle est la provenance de cette politique russe. C'est plutôt la doctrine du monde russe. Et est-ce que c'est un conseil du grand retour de la Russie? Presque tous les conflits provoqués ou soutenus par la Russie dans l'espace post-soviétique étaient justifiés par l'évocation de ce concept qui suggère la restauration de l'unité des territoires historiques russes en soulignant l'existence d'une vaste civilisation russe qui doit être protégée des forces extérieures, particulièrement occidentales, et qui est définie comme la sphère d'influence et des intérêts nationaux russes. Ce concept développé dans les années 90, principalement par l'idéologue russe Alexandre Dugin et d'autres chercheurs,
qui l'ont appliqué à diverses dimensions idéologiques, politiques, culturelles, identitaires, géopolitiques, relativise consciemment les frontières entre les nations et il est utilisé pour justifier le rôle, entre guillemets, protecteur de la Russie envers les minorités russophones à l'étranger, notamment dans les États de l'ex-Union soviétique. En se démarquant clairement de l'Occident et en masquant sa version du nationalisme russe sous une forme civilisatrice, le monde russe prétend être basé non principalement sur l'ethnicité, mais plutôt sur un idéal essentialiste et mythique de la langue et de la culture russe, c'est-à-dire parler russe, être assimilé à agir comme un russe, penser comme un russe. Le monde russe a été conçu comme un empire de la diaspora russe, l'importance accordée en permanence aux enclaves russes de son étranger proche, c'est-à-dire aux pays européens de l'ancienne Union soviétique, comme l'Ukraine, la Moldavie, ces régions comme la Crimée, le Donbass, la Transnistrie, qui comptent de vastes territoires de population russophone. La guerre en Ukraine est également considérée par la Russie comme son droit légitime à restaurer le monde russe. Et dans ce contexte, Henry Kissinger souligne qu'à la fin de la guerre, il faudra trouver une place à l'Ukraine et une place à la Russie. Si nous ne voulons pas que la Russie devienne un avant-poste de la Chine, il affirme que le conflit en Ukraine peut restructurer de manière permanente l'ordre mondial et que la Russie pourrait s'aliéner complètement de l'Europe et chercher une alliance permanente ailleurs. À cet égard, après la guerre en Ukraine, la Russie devra réévaluer ses relations avec l'Europe ainsi que son attitude sur l'OTAN. Et dans ce contexte, Kissinger propose que la ligne de démarcation en Europe revienne au statu quo ante et qu'il faut veiller à ne pas transformer la guerre pour la liberté de l'Ukraine en une guerre contre la Russie. Le problème avec cette proposition est qu'il n'est pas clair si Kissinger propose un statu quo ante sur le plan territorial en Ukraine avant 2022 ou avant 2014. La première récompenserait l'agression russe de façon permanente en reconnaissant son occupation illégale des territoires de Crimée, Donetsk, Lugansk dans le cadre du monde russe. Et dans ce cas-là, nous pouvons définir une grande menace pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, d'autres pays post-soviétiques voisins de la Russie. Cette logique augmente la probabilité et le risque d'une nouvelle invasion russe dans d'autres États post-soviétiques afin de construire le monde russe en tant que zone d'influence politique et de régime autoritaire s'il réussit en Ukraine. Mais les récents développements à l'étranger proche de la Russie, notamment en Ukraine, en Moldavie, au Kazakhstan, montrent que le monde russe n'a aucun potentiel à se réaliser avec des outils du soft power, du pouvoir doux. Les réactions en Ukraine et dans d'autres États post-soviétiques prouvent l'artificialité et l'illégitimité de ce conseil car en réalité, il ne trouve aucun soutien, au moins au niveau culturel. Ce conseil n'est développé que pour justifier les intentions de la Russie après la chute de l'Union soviétique. Pour l'instant, le monde russe échoue et perd sa pertinence en se heurtant à la résistance du peuple ukrainien parce que ce système ne partage pas les mêmes valeurs que la Russie, ni l'idée d'un avenir commun sous le contrôle russe. Et c'est pourquoi la Russie a opté pour le recours au pouvoir dur, hard power, pour promouvoir ses intérêts géopolitiques. Il ne fait aucun doute qu'un tel retour du monde russe après la chute de l'Union soviétique ne trouvera plus aucun soutien parmi la majorité des États post-soviétiques. Est-ce que tout cela démontre que nous pouvons constater un retrait stratégique pour la Russie dans l'espace post-soviétique? Et pour répondre à cette question, nous devons considérer quelques circonstances.
La réponse à cette question nécessite une définition des conséquences principales qui se produisent actuellement et peuvent survenir après la guerre de l'Ukraine. Si la résistance militaire en Ukraine et les sanctions paralysantes aboutissent à la défaite de la Russie, cela signifierait la dissolution finale de l'espace post-soviétique. De nombreux problèmes auxquels l'armée russe se heurte dans le champ de bataille révèlent la faiblesse de la modernisation autoritaire russe qui dispose d'immenses réserves de ressources naturelles et énergétiques. Et on voit que la deuxième puissance militaire du monde sent l'insuffisance des armements et cherche des partenaires pour en acheter. La défaite russe en Ukraine accélérera aussi l'effondrement du régime politique. En Russie, plus probablement, cela sera un coup d'État organisé par une faction des élites politiques ou militaires russes. Et l'été dernier, on a déjà vu la première tentative de la marche de Prigojine sur Moscou. Idéologiquement, la Russie perd la guerre en Ukraine car même si elle réussit dans le champ de bataille, la guerre a déjà consolidé les Ukrainiens en tant que nation politique. Quel que soit le moment et la manière dont la guerre se terminera, personne ne peut imaginer une Ukraine pro-russe à nouveau. Et évidemment, la Russie perd aussi la guerre de l'information et n'a aucun soutien international. Après les atrocités commises à Boutcha, dans d'autres villes ukrainiennes, l'image de la Russie a subi un déclin catastrophique et restera comme tel pendant des décennies. La perception négative de la Russie dans l'opinion publique occidentale ne changera pas depuis longtemps. Et après le début de la guerre en Ukraine, l'élargissement de l'OTAN vers l'Est est déjà un fait incontestable. Le 4 avril 2023, la Finlande a officiellement rejoint l'OTAN et la Suède aussi est en train de le faire. Cela prouve que la stratégie russe de ne pas laisser l'élargissement de l'OTAN sur ses frontières occidentales est totalement échouée. Et en effet, la Russie obtient 1340 km de frontières avec l'OTAN qui s'ajoutent aux 1250 km de frontières communes. Il est difficile d'imaginer que l'Occident lève ses sanctions contre la Russie, quels que soient les développements futurs, à l'exception d'un scénario plutôt improbable d'un changement de régime à Moscou et de la restitution de tous les territoires ukrainiens, y compris la Crimée. Dans tous les autres scénarios, les sanctions resteront, je pense, en vigueur et continueront à paralyser la Russie de l'intérieur. La guerre en Ukraine a consolidé l'Europe et l'Occident dans un ensemble, malgré le désaccord de certains États européens sur quelques questions comme les difficultés économiques, défis énergétiques, etc. Au niveau institutionnel, l'invasion russe de l'Ukraine a rendu l'Europe plus consolidée et plus unie. Cette situation crée également des chances pour les autres États post-soviétiques de sortir de la zone d'influence russe dans un avenir proche. L'agression et les menaces de la Russie contre le monde démocratique et la souveraineté des États ont forgé la volonté d'autres États post-soviétiques, outre l'Ukraine, de respecter leur indépendance comme une valeur fondamentale, même sous la dépendance économique, énergétique et autres. Certains États post-soviétiques comprennent l'importance de diversifier leur politique étrangère et de chercher des alternatives qui équilibreront leurs capacités. L'image de la Russie s'est transformée du sauveur en une menace potentielle. Respectivement, la Russie perd son attractivité et ne peut plus utiliser les outils du pouvoir doux pour promouvoir ses intérêts dans l'espace post-soviétique. La Russie n'a pu trouver qu'un partenaire dictateur de la Corée du Nord qui lui fournit des missiles balistiques pour sa guerre en Ukraine, mais d'autre part, les actions violentes de la Russie ont éloigné ses alliés officiels et partenaires, surtout parmi les États post-soviétiques. Par exemple, après l'invasion russe en Ukraine, l'Arménie, en tant que membre de l'OTSC,
a refusé pour la première fois la demande d'organiser des exercices militaires sur son territoire en 2023. L'Arménie est peut-être le premier pays post-soviétique qui s'éloigne politiquement de la Russie en trouvant des alternatives pour garantir sa sécurité. Le Kazakhstan a aussi déclaré officiellement qu'il ne reconnaît ni l'annexion illégale de la Crimée ni d'autres territoires ukrainiens. Voilà, ces facteurs prédisent un retrait stratégique russe dans l'espace post-soviétique à la suite de la guerre en Ukraine. Et finalement, quelles sont les conclusions de ma recherche? Premièrement, la guerre russe en Ukraine est le plus grand conflit militaire sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Outre les intérêts géopolitiques et les intentions agressives, les ambitions russes à son étranger proche sont considérées comme une menace réelle à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'autres pays post-soviétiques, en ciblant surtout les pays qui ont opté pour un avenir démocratique. À cet égard, le succès militaire de la Russie en tant qu'un pays autocratique peut briser l'espoir du développement des démocraties dans l'espace post-soviétique et démolir les efforts de certains pays pour protéger leur souveraineté. En général, les situations à venir dans les pays post-soviétiques aspirant aux valeurs démocratiques dépendent principalement du résultat de la guerre en Ukraine. Cette guerre n'est pas seulement une guerre de domination territoriale, elle est aussi une guerre entre l'autocratie et la démocratie. Mais le développement dans le champ de bataille montre qu'aujourd'hui, la démocratie se tient ferme. L'Ukraine est la ligne de front de la démocratie en Europe de l'Est, est menacée par la Russie. Si la Russie réussit avec sa politique agressive en Ukraine, d'autres États post-soviétiques échoueront dans leur disposition démocratique, même sans une invasion russe en raison de l'activation de la cinquième colonne, ainsi que des unités politiques internes financées et soutenues par la Russie dans ce pays-là. Ces groupes organiseront des coups d'État avec le renversement violent des gouvernements légitimes. C'est pourquoi le succès de l'Ukraine est d'une signification à la fois géopolitique et axiologique. L'agression russe menace non seulement la sécurité européenne, qui est un élément clé de l'architecture de sécurité occidentale, mais elle menace aussi l'attractivité de la démocratie en tant que moyen, voie, direction sûre de vivre dans la paix, la stabilité et la prospérité. L'agression russe a un vrai potentiel d'être copiée et reproduite par d'autres leaders autoritaires, ce qui aggravera la situation dans d'autres zones de conflit post-soviétiques. Et les attaques azerbaïdjanaises sur le territoire souverain arménien en 2022-2023 sont un exemple évident de l'imitation par le président azéri de l'agression russe contre son voisin. L'impunité de la Russie sera perçue comme une carte blanche dans les mains d'autres leaders de perpétrer des crimes contre d'autres pays et populations autochtones comme l'Azerbaïdjan a fait un nettoyage ethnique dans le Haut-Karabakh le 19-22 septembre 2023. En tenant compte des intentions agressives des autocrates et des tendances négatives, l'Occident doit renforcer le mur de la démocratie en soulignant les besoins économiques, sécuritaires, énergétiques, autres des pays post-soviétiques qui luttent en première ligne contre la plus grande menace d'expansion de l'autoritarisme depuis la fin de la guerre froide. C'est tout. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci, Émile. Eh bien, voilà, là, je vais couper le premier enregistrement, donc il fait à peu près 3/4 d'heure. Et voilà. Et hop, pourquoi, oh là là. Bah, je sais pas, j'arrive pas à couper. Ah si, c'est là, arrêter.